Alors, mesdames, messieurs, accueillons M. Éric Chouinard. C'est où vous avez vu ça, cette information-là? Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Les gens qui font le ménage chez Web, je leur dis encore bonjour, puis je jase souvent avec eux encore, parce que j'ai pour mon dire que l'endroit où on travaille, ça doit être un endroit agréable et propre et stimulant. Puis surtout, quand on fait visiter à nos clients, c'est important aussi qu'ils puissent voir que l'entreprise est en bonne condition, puis les gens ont fait attention à notre environnement. Alors, juste pour vous dire, j'ai 25 minutes pour vous compter à peu près. La semaine passée, ça fait 17 ans que j'ai fondé Web le 10 octobre 1996. Et comme on dirait en anglais, c'était une très longue journée, mais une très belle journée. Et puis, ça a commencé, comme on a dit, j'étais étudiant en comptabilité de management. Et de nature, j'étais quelqu'un qui se cherchait, entre guillemets. J'essayais plein de choses. J'étais impliqué à l'université aussi dans le club marketing. Avant d'aller à l'université, j'étais impliqué en théâtre. J'aimais essayer et toucher plein de choses. Et à un moment donné, à l'université, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, si on était à l'université il y a 20 ans, il y avait Badaduc, on accédait par un modem câble, puis on croisait les doigts, si ça connectait ensemble, puis ça fonctionnait, pour voir un livre s'il était disponible, etc. À l'UQAM, ce qui est arrivé, il y a eu des labs avec des terminaux Unix, avec le premier furteur qui s'appelait, il y en a-tu qui s'en souviennent, le premier furteur? À l'ETS, là. Comment? Non, avant Netscape. Mosaic. Mosaic, le premier browser visuel, parce qu'avant ça, c'était tout Telnet, en tout cas, tout en caractère. Et c'est là que j'ai eu ma révélation. J'ai dit, wow, là, ça, c'est l'avenir. On peut communiquer, on peut avoir accès à toute l'information qu'on veut. Les gens vont continuer à mettre du contenu. Et c'est là que j'ai été voir un orienteur et j'ai dit, écoute, moi, je veux aller en génie informatique, quoi que ce soit. Il m'a dit, écoute, Éric, tu as déjà 2 ans de compléter. Tu es aussi bien de terminer ton baccalauréat, prendre des cours d'option en informatique. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai aussi voulu aller plus loin. J'ai cherché un emploi dans l'industrie. J'ai trouvé un emploi chez Industrie Canada. Ça s'appelait Étudiants bien branchés. C'était très simple le projet. C'était justement d'aller dans les chambres de commerce, d'expliquer le phénomène ou la façon de communiquer avec les emails. La première chose qui était le plus utilisée, c'était le email et les sites web. Et là, graduellement, en faisant des présentations aux entrepreneurs pour pouvoir utiliser le web, puis après ça, j'envoyais des étudiants connecter les entreprises, les entreprises me rappelaient, ils me disaient « Hey, M. Chouinard, je veux un site web, je veux une formation, j'en veux plus. » Et c'est là qu'en moi, l'entrepreneur a émergé. Je n'aurais jamais pensé, quand je suis allé à l'université, que j'étais pour devenir entrepreneur. Moi, je voulais avoir un bon coffre à outils, puis travailler. Je ne savais pas trop dans quoi, mais je me suis dit, en finance, il y a des chiffres partout. L'argent, c'est important dans notre société. Je ne me tromperai pas. Alors, c'est comme ça. Et j'ai terminé mon bac. Et parallèlement à ça, j'ai démarré eWeb, parce que mon bac, je l'ai terminé en 98. Et eWeb a décollé très rapidement à donner des services de formation, développer des applications, développer des sites web et héberger. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin des années 90, tous les services en ligne explosaient. Les premiers chats en ligne, c'était lequel? ICQ, ça venait d'Israël. Je communiquais avec mon graphiste qui était Jérôme en France. Il me faisait mes images la nuit. J'étais vraiment productif parce que pendant que je dormais, j'avais déjà envoyé mes commandes et puis les gens produisaient. Puis nous, ça a toujours été, on n'a pas nécessairement innové au niveau technologique, mais on a souvent innové au niveau de faire les affaires. Je me souviens de tout le temps, quand j'ai, après ça, démarré Web, j'étais allé chercher une subvention de 5 000 et ça a été ma première épreuve. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous entendez parler d'eWeb, ça a l'air beau, puis etc. Mais dès le départ, la journée quasiment 1 de eWeb, j'ai eu un défi et j'ai été refusé pour ma subvention de 5 000 Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'aller voir la Corporation de développement économique à l'époque, le CLD, et je leur ai dit, quand a lieu ce comité de sélection? Et ils ont dit pourquoi? Ils ont vu des chiffres, ils ont vu des textes, mais là, je veux qu'ils voient la personne. Et ils étaient vraiment inconfortables, mais j'ai été poliment et je leur ai expliqué mon projet. Et ils m'ont dit, OK, M. Chouinard, on va vous écouter. Et suite à
à ma conversation. 2 semaines après, j'ai été accepté. C'était rare qu'ils revenaient sur leur décision. Mais ça a porté fruit parce que 5 000 aujourd'hui, eWeb fait presque plus de 50 millions de chiffre d'affaires et on est rendu à plus de 220 employés et 25 000 clients. Fait que ça a été la première épreuve. Le facteur humain. Okay? C'est beau de voir un projet avec des graphiques, des chiffres, etc. C'est le minimum, mais c'est aussi c'est qui les gens derrière tout ça. Suite à ça, ben, comme je vous ai dit, on faisait un peu de tout. On faisait de la formation, des sites web, des programmations sur mesure. Et là, c'était vraiment parti. Mais là, je sentais que, bon, le chat en ligne, la musique MP3, la photo, les caméras numériques, tout était en train de devenir numérique, mais on avait encore les mêmes besoins. On voulait communiquer, on voulait montrer des images, on voulait écouter de la musique, mais où est-ce que les gens étaient le moins bien servis? C'était au niveau de l'hébergement. Il n'y avait pas vraiment à l'époque, à la fin des années, je dirais 98, de compagnies en français qui offraient des bons services d'hébergement de sites web ou du storage d'informations. Et c'est là qu'on s'est démarqué, tellement qu'en 99, dans un magazine très réputé en France, en Europe, Windows News, ils nous classaient les 4 principaux hébergeurs et eWeb faisait partie de ça. Et une petite anecdote, il y avait des clients au Québec qui se faisaient dire, parce qu'ils voulaient changer pour eWeb, le fournisseur actuel disait non, on ne va pas chez eWeb. eWeb, c'est une compagnie française de France. Mais c'est une compagnie québécoise, c'est québécois. Et c'est là qu'on a décidé, fin 98, de se concentrer. Et ça, c'est une autre leçon de vie. On ne peut pas tout faire, et spécialement quand on a une entreprise qui évolue dans un marché qui est à une vitesse très rapide. Alors, on a décidé de tout laisser tomber, développement de site web, formation, pour se concentrer juste dans l'hébergement en français. Et c'est là qu'on a connu une assez bonne croissance. On a commencé, ma première année, c'est 50 000 et rendu 2-3 ans après, on était rendu à presque 1 million de chiffre d'affaires. Et là, une autre épreuve, mais j'en ai eu plusieurs épreuves, aussi faire le ménage, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer quelqu'un, mais une des grandes épreuves que eWeb a connues, ça a été la bulle du web, la bulle Internet fin des années 90. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent encore? Oui. Vous avez peut-être soit des investissements ou soit des intérêts dans d'autres choses. Et là, nous, on était en train de se financer, on était en train de faire on appelle ça une société de placement d'entreprise québécoise, ça n'existe plus aujourd'hui. En passant, c'était un très beau programme, très bon programme, je trouve. Et on était supposé de lever 1 demi-million. Et là, devinez quoi, quand que tout le monde nous a dit oui, on a une liste, une wish list, là, en tout cas en français, une liste souhaitée. Là, on arrive aux gens, on leur demande de faire le chèque et la bulle a crevé, ils ont perdu 30 % de leur portefeuille. Fait que devinez quoi, ils ne signent pas le chèque. Puis on a finalement ramassé quand même autour de 100 000 $. Mais ça avait coûté de faire la structure 30 000 $. Que tu ramasses 100 000 ou 500 000, c'était 30 000 $ quand même. Alors, moi, je dis, on a traversé le désert, comme on dit. Oh, là, oui, le désert. Et on a attendu, on n'a pas eu de baisse du chiffre d'affaires, mais ça a passé de 1 million jusqu'en 2003 à 1,3 million. Quand même 30 % en 3 ans. C'est pas mauvais, mais c'était pas ce qu'on voulait. Et moi, persévérant comme je suis, j'ai continué à chercher d'autres moyens de se financer. Et j'ai rencontré, au début d'eWeb, à cause d'un conflit aussi, j'ai eu un conflit d'actionnaires. Je pourrais passer des heures avec toutes les histoires, mais il faut que je saute un peu là, des étapes. C'est qu'au début de la compagnie, quand j'ai eu mon 5 000 $, j'avais le choix entre investir mon 5 000 $ dans des frais légaux pour une bonne convention d'actionnaire ou 5 000 $ pour m'équiper pour rendre mes services. Fait que devinez dans quoi j'ai investi? Dans mes équipements pour rendre les services. Puis les frais légaux, j'ai pris un modèle de convention, puis je l'ai rentré, puis j'ai rentré avec le temps des gens dans la société comme actionnaires, comme associés. Et à un moment donné, ça a fait une chicane. Et j'ai rencontré une personne qui m'a aidé à sortir de là. Il est devenu aussi un ange financier dans la société. Et ce qui s'est produit, c'est que
après la traversée du désert, quand on a eu notre spec, on m'a approché aussi pour aller à la bourse. Fait qu'imaginez une société d'1,3 million aller s'inscrire en bourse avec toutes les mêmes règles que, exemple, des grandes sociétés comme Bell Canada ou autres. Et là, ça a été toute une négociation, mais j'ai quand même beaucoup aimé parce que ça a aidé la société. On n'avait pas de CA, ça a aidé la société à se structurer, à avoir une stratégie, OK? Parce que sinon, les investisseurs n'investissent pas. Il faut que tu comptes une histoire. Bien, pas compter une histoire, mais il faut que tu aies une histoire à compter. Et ça a été quand même assez intense, mais tellement bénéfique pour pas juste les actionnaires, mais aussi les employés. On a monté un plan d'options très important parce que là, on s'en allait dans une période de création de valeur incroyable pour la société. Alors, la création de valeur, les employés étaient pour en bénéficier. Et nous, on a après ça acheté notre premier centre de données. En 2004, on a aussi commencé à offrir nos services en anglais. Et de 2004, je dirais, jusqu'à une autre étape importante dans la compagnie en 2007, on est passé de 1,3 million à environ 20 millions de chiffre d'affaires en dedans d'à peu près 3 à 4 ans. C'était vraiment incroyable. Et à cause de l'instrument financier d'être une société publique, on a pu se financer régulièrement. Et bon, je ne veux pas faire des cours de finance, mais c'est toujours un dosage entre l'équité et la dette. Fait que les banquiers, ils regardent, bon, il y a combien d'équité, combien je peux rajouter de dette par-dessus ça. Et en étant public et en ayant la discipline d'annoncer nos états financiers régulièrement, on a pu se financer efficacement. Et là, une autre bulle qui est arrivée en 2008. Vous vous souvenez, la bulle? En 2008, c'est quoi? Une autre bulle, la crise financière. Mais là, on était en ronde de financement et c'était un financement de 22 millions et, US. Et là, j'avais appris, je me souvenais, parce que quand on est entrepreneur, il faut apprendre de nos épreuves et aussi de nos erreurs. Et là, j'ai dit, ben là, si on a un deal, je vais me dépêcher à le closer avant qu'arrive un événement externe que je ne peux contrôler. OK? Puis j'ai réussi parce que 3 semaines après qu'on a reçu l'argent, Lehman Brothers déclarait faillite. Et là, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais pour 6 mois, allez pas voir un banquier. Il savait, c'était pas le temps. Il n'y avait plus rien qui se passait, tout était gelé. Moi, avec eWeb, on avait sécurisé 22 millions. On était correct pour au moins les 2-3 prochaines années pour toute l'infrastructure. Parce que nous, eWeb, ce qu'on fait, c'est qu'on héberge des contenus. Donc, ça prend des centres de données, des serveurs, des logiciels et des gens. Et là, ce qui est arrivé après 2 ans, moi, je me suis dit, ben, la crise va passer, mais on a vécu un peu, on appelle ça un W, un autre ralentissement économique. Et là, nous, notre action, juste pour vous donner un peu l'historique de l'action, on a commencé en 2004 à 13 sous. Et avant la crise financière, on était rendu à 1,60, 1,80. Au Québec, c'est incroyable, c'est wow. Puis entre ça, il y a eu d'autres sociétés comme nous qui étaient allées en bourse, puis que ça a été moins bien, puis ça a été même des fois des scandales. Et là, quand il y a eu la crise financière, on venait de sécuriser le 22 millions, on était correct, mais là, on venait de passer de 1,60 à 60 sous. Là, il y a un phénomène avec les employés qui est bien le fun, que les Américains ont vécu dans le temps de la bulle Internet. C'est quand le stock il monte, là, ben là, les employés ont toujours un gros sourire, puis les employés ils sont le fun avec les clients, tout va bien. Mais quand l'action baisse, là, c'est là que ça vient vous travailler solide. Là, ça vient vous travailler. Puis, moi, j'ai trouvé, en tout cas, l'équipe était fantastique. On était, je te dirais, c'est sûr que ça ne peut pas être jamais 100%, mais les gens étaient là vraiment pour bâtir, pour avancer dans cette histoire-là. Et que moi, de mon côté, ça me donnait de l'énergie à me dire, OK, on est baissé à 60 sous, bien, je vais aller me battre en faisant beaucoup de roadshow, de représentation, pour dire, non, nous, OK, c'est normal que les gens se retirent de petites capitalisations. Ils se retiraient même des blue chips, des grandes capitalisations. Ils achetaient de l'or, etc. C'était normal. C'est juste qu'il faut passer.
faut passer cette épreuve. Et j'ai réussi, on était à 60, 70 sous, j'ai réussi à monter le stock à 80, on a réussi à monter à 80, 90 sous, mais là, on était bloqué là. Et là, on a eu une décision importante parce que nous, on continue à progresser. Là. On était rendu presque 28 ou 30 millions de chiffre d'affaires. Et là, on est arrivé à un point que moi et Martin Leclerc, parce que je n'ai pas parlé beaucoup de Martin Leclerc, mais Martin était aussi de l'UQAM, et un an après que j'ai fondé la compagnie, il s'est joint à l'équipe. Et ça a tellement bien marché entre nous deux que, j'ai ouvert le capital pour lui. Et moi et Martin, on détenait environ 54-55 de la société. Et on s'était toujours dit, si jamais on descend en bas de 50 il y a un moment important qu'il faut aussi avoir un exit. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de l'argent un peu. Là, après tant d'années de passer des 120 heures, 7 jours sur 7, il faut faut pas être gêné de capitaliser ou de sortir des fonds. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le conseil d'administration, puis là, on avait des faucons là, autour de nous. Là. On avait tous les private equity qui se promenaient, puis qu'eux autres étaient encore aujourd'hui bourrés de cash, puis ils ne savaient plus quoi faire avec leur cash. Puis là, regarde le coût d'être en bourse, puis etc. Vous pourriez faire un exit, c'est le temps. Fait on les écoutait, c'est sûr. Puis là, à un moment donné, après 2-3 ans à essayer de faire monter le stock, puis c'est comme là, c'était vraiment un mur, c'était vraiment pas évident à monter. On a eu un bon meeting entre moi et Martin, puis après ça, avec le conseil d'administration, et on a décidé de ramener la société privée pour plusieurs raisons. Un, si je prends la raison personnelle, c'était surtout pour avoir un exit. Deux, plus avoir le fardeau d'être public. Ça marchait bien quand que la croissance était là au niveau du marché public, mais quand elle n'est plus là, c'est vraiment pas évident. Deux, il fallait recapitaliser, il fallait continuer à injecter des fonds dans la société. Puis trois aussi, c'est que on s'est rendu compte avec le temps que nos compétiteurs, vu qu'on était une société publique, tu dois tout déclarer, tu dois même déclarer quasiment ta recette secrète. Puis les gens commençaient à savoir pas mal c'était quoi notre recette, ça se répliquait. Fait que je veux dire, même aujourd'hui, c'est incroyable, les téléphones intelligents, je suis toujours impressionné comment ils peuvent, le cycle de conception et de production et de commercialisation il est rapide et c'est incroyable. Imaginez dans notre industrie où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de produits de consommation, c'est un service. Fait qu'on a décidé de revenir privé. Et ça a été, je vous dis, c'est plus compliqué de revenir privé que d'aller public. Parce qu'il y a des règles à respecter au niveau du vote. Il faut que les actionnaires qui ont plus que 66 de la compagnie soient d'accord. Après ça, les actionnaires minoritaires, il faut que la majorité de la minorité qui vote soit en faveur de la transaction. Il y a eu des tentatives qui ont avorté. La Bourse de Toronto a tenté de revenir privé. Ça n'a pas fonctionné parce qu'une des deux conditions n'a pas été respectée. Alors, mais Dieu merci, on a réussi. Je vous dis que ça ressemble beaucoup à une élection. Les gens ont fait la liste de tous les gens qui sont pas des petits, mais la minorité des actionnaires. Et on s'assure qu'ils vont voter. Puis s'ils votent, pour quel côté qu'ils vont voter. C'est sûr aussi, avec les fonds, on avait des fonds américains, des fonds canadiens, québécois. C'était vraiment pas évident. Eux autres, c'était frustrant pour eux parce qu'ils se disaient hey, j'ai un bon retour avec eWeb, ça continue à progresser. Je ne veux pas vendre maintenant. Je ne pourrais plus avoir un rendement comme j'ai présentement. Mais j'ai dit oui, mais c'est la destinée globale de la société. Et c'est là que c'est dur de rallier. C'est important quand on a des nouveaux investisseurs de savoir vraiment, regardez pas juste le signe. En tout cas, moi je n'ai jamais regardé juste le signe de dollar. C'est quoi le but de l'investissement? C'est bien important. Parce que vous pourriez avoir un investisseur qui ne connaît pas vraiment votre entreprise, mais qui vous offre des conditions merveilleuses. Mais quand ça va être difficile et qu'il va y avoir des périodes compliquées, vous allez avoir des gros défis à éduquer cette personne-là et de la mettre, je veux dire, au même niveau que vous êtes dans votre société. Alors, ça a été toute une épreuve. Et je vous dirais qu'il y a une fierté à la fin, mais il y a aussi un épuisement. C'est comme si on venait de faire
un Ironman, puis ça nous a pris 1 an pour se préparer. On est tous motivés, mais à la fin du Ironman, tu t'en vas pas, je sais pas, moi, sur un party toute la nuit. Tu es brûlé, tu as besoin de 2-3 semaines juste pour récupérer. C'était un peu. J'ai pas fait d'Ironman, mais j'ai des amis qui en ont fait, puis ça ressemble à ça. Ça m'a pris 2-3 semaines de m'en remettre. Là, on m'a demandé aussi dans mes expériences, c'est quoi ma vision des choses au niveau du travail d'équipe. On vit dans une société qui est beaucoup moi, je, moi, ego, etc. C'est très difficile aussi dans le monde financier où est-ce que les gens veulent tout prévoir le plus possible, mais c'est comme impossible de tout prévoir. Mais c'est sûr que si on travaille fort et on se fait, moi, là, ce que j'ai fait souvent, c'est des plans, 3 types de plans. Un plan A, B, puis C. Et là, je n'arrive pas juste avec un plan, j'arrive toujours avec 3 plans. Le plan le plus réaliste, le plus pessimiste, puis le plus optimiste. Et ça vient encadrer un peu toutes les possibilités si on peut, autant dans le cas le plus pessimiste, on peut continuer à être au moins fonctionnel. Puis dans le cas optimiste, ben c'est le bonus, c'est le gâteau, c'est le party. Puis au niveau de mon équipe, j'ai toujours, il y a un petit livre que j'ai lu au début d'eWeb, j'ai lu beaucoup de livres, mais un petit livre qui s'appelait How to Delegate. OK? How to delegate. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment déléguer. Puis ça, c'est hyper difficile pour quelqu'un qui débute sa société parce qu'on veut ça à sa façon. OK? On ne veut pas se diluer, on veut que ça soit comme ça, on veut... si on est un entrepreneur qui fait du 15 heures par jour, puis qu'on embauche des employés qui font... de toute façon, au début, tu n'engages pas vraiment des employés, c'est surtout des sous-traitants parce que tu n'as pas les moyens. Ou des associés. Si tu as un associé ou un sous-traitant qui fait juste 5 heures par jour, bien, guess what, ça ne marchera pas parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Une autre chose aussi super importante quand on délègue, ça ne veut pas dire que quand on donne la tâche, on s'enlève les mains et on s'en va. C'est qu'il faut passer du temps avec les gens. Il faut que les gens, premièrement, passent du temps avec toi pour te comprendre puis adhérer à ta façon de voir les choses, à tes valeurs. Puis après ça, tu remets un peu le volant à la personne, puis tu restes à côté jusqu'à temps qu'il y ait des résultats qui sont générés par cette personne-là et non par toi. C'est ça qui fait la différence, d'après moi, entre des gens qui comprennent ce qu'ils doivent faire puis qui réussissent, ou entre des gens qui ils sont trop gênés pour dire qu'ils n'ont pas compris, parce que ça, c'était peut-être au début, je pensais que c'était mon défaut, mais c'est ma qualité. C'est que moi, je n'adhère pas à quelque chose si je ne comprends pas. Puis même si je fais répéter la personne 20 fois, puis je n'ai pas compris encore, tu sais, en communication, il y a l'émetteur et le récepteur. Peut-être que l'émetteur, il n'émet pas comme il faut, puis le récepteur, il ne peut pas recevoir le message. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut se dire. L'autre point important aussi qui m'a beaucoup aidé, puis que je me rends compte avec le temps que des gens n'ont pas réussi à aller très loin en affaires ou dans leur démarrage d'entreprise, c'est si vous avez quelqu'un dans votre vie. Si la personne dans votre vie ne comprend pas votre réalité, je vous jure, ça va être long en bébite. Puis moi, j'ai été chanceux. C'était pas le but, mais ma conjointe avait un père et des oncles qui étaient entrepreneurs dans le domaine de l'encadrement des peintures. Et encore aujourd'hui, c'est encore le cas. On est vraiment une équipe, puis on se complète agréablement bien. Fait en affaires, c'est important de se compléter comme il faut, mais c'est aussi, si on a quelqu'un dans notre vie, c'est aussi d'être complémentaire, parce que sinon, c'est le stress des épreuves d'être un entrepreneur et le stress que tu dois en plus gérer à la maison, à un moment donné, j'en ai vu beaucoup que ça a explosé. Là, on me dit 5 minutes, je vais aller encore plus vite. L'autre point important aussi, c'est ce que j'ai appris, c'est qu'il y a un triangle. Okay? Moi, j'aime beaucoup toutes les choses qui sont par 3. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours servi. Il y a un équilibre à avoir entre sa vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle. Je vais dire professionnelle, ça peut être entrepreneur ou cadre ou profession libérale. Fait qu'imaginez que votre vie personnelle n'est pas équilibrée, vous n'allez pas chercher vos bonheurs, vous n'allez pas chercher votre satisfaction ou
vos moments où ce que vous pouvez vous défouler ou échapper des choses. Et après ça, essayez d'avoir une bonne relation avec votre personne conjoint. Et après ça, votre vie personnelle. C'est impensable que s'il y en a un, pensez-y, s'il y en a un des trois que vous travaillez trop dedans, vous êtes trop dedans, les deux autres vont toujours en subir les conséquences. Fait que souvent, je vois des gens qui sont tout le temps en train de travailler. Ben, guess what? Eux, leur propre santé va en écoper et leur vie d'amour, en tout cas, vie personnelle va en écoper. Si votre vie personnelle est trop centrée, ben, mais ça peut être votre choix. Mais vie professionnelle, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs, puis personnellement, vous allez vous oublier. Alors, moi, c'est quelque chose que je gère. C'est très important pour moi. Et des fois, ça a fait des frustrations avec certains groupes financiers. Mais je leur ai dit, puis je leur ai demandé, j'ai dit, vous, quand vous performez, c'est quand vous performez. Fait qu'ils m'ont sorti plein d'histoires. Ah, moi, c'est quand je suis parti, je reviens d'une partie de pêche avec des chums, puis etc. Je dis, ah oui, est-ce que vous vous sentiez coupable pendant votre partie de pêche? Non, pas en tout. Ah, OK, puis vous êtes revenu en forme? Ben oui. Puis là, vous êtes productif? Oui. Bon. C'est ça, on n'est pas des machines. On est des êtres vivants, on est un peu comme des plantes. Je veux dire, si on n'a pas de motivation ou de sentiments positifs, on va en avoir des sentiments négatifs, mais il faut avoir des sentiments positifs pour performer. C'est surtout là-dessus que je travaille, que j'essaie de travailler, mais je vous dis honnêtement, c'est vraiment tout un défi. Plus que l'organisation prend de l'expansion, plus que le nombre de clients augmente, plus le nombre de clients, de fournisseurs et d'employés. Là, je dois avoir presque terminé, mais en conclusion, moi, il y a deux choses qui me tiennent à cœur, puis deux choses qui ont été des épreuves pour moi. Ça a été, j'en ai pas parlé parce que ce n'était pas le sujet, mais l'éducation, la persévérance scolaire. J'ai redoublé 2 fois au primaire et au secondaire. Ça ne m'a pas empêché de terminer mes études universitaires. Je suis allé même faire des programmes aussi d'entrepreneurship au MIT. Puis c'est un peu ce que j'aime ici du Centrex. Les MIT aux années 70, ils ont dit pourquoi qu'on n'irait pas voir Harvard. Puis il y a des gens qui étudient en administration, en légal. Puis au MIT, c'est le génie. Pourquoi qu'on ne les met pas ensemble puis créer des entreprises? Fait que au Québec, depuis à peu près 10-15 ans, on a commencé ça. Et là, on réalise qu'il y a beaucoup de belles choses qui émergent. Il faut continuer. Fait que ça, c'est un point important pour moi. Puis l'autre point, c'est l'entrepreneurship. Fait que c'est les 2 événements majeurs dans ma vie. Et c'est ce que j'aime de continuer à, si je peux inspirer ou éduquer les gens, bien, tant mieux. Parce qu'à mon tour, moi, je redonne. Comme à l'époque, à l'UQAM, j'entendais aussi des Charles Sirois, puis des Guy Laliberté qui venait faire des conférences, puis ça m'a inspiré, puis ben, je suis rendu là. Fait que c'est de redonner. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. Merci. Nous aurons, si tu me permets, Éric, une période de questions. Oui. Mais on va avoir 4 questions, parce qu'il a déjà répondu à une des questions. Donc, il y aura 4 questions. C'est bon, hein? Ah oui. OK. Alors, vous levez votre main, parce que c'est un privilège d'avoir. Il y en a juste 4. Vous vous présentez, vous dites votre nom. Oui, bonjour, Thomas Merlin. Bonjour, Éric, merci pour cette très intéressante présentation. J'ai une question, vous êtes encore actionnaire, alors? Et si question oui, de quoi? Vous êtes encore actionnaire? Oui. Et alors, l'exit, c'est pour quand? Comme j'ai dit, il y a d'autres. Là, c'est plus les PE, les faucons. Là, il y en a encore des PE, mais il y a aussi des stratégiques. Je ne vous cacherai pas que dans notre industrie, présentement, il y a vraiment une consolidation depuis 1 an. C'est assez phénoménal. Et on va voir. Mais c'est une bonne question. Salut! David d'Innovia Capital. C'est beaucoup des entreprises en croissance, surtout aujourd'hui, ont de la misère à recruter. Le talent disponible dans le Silicon Valley, c'est énormément, c'est un gros problème. Qu'est-ce que tu penses de notre écosystème ici en termes de talent disponible pour bâtir des grandes entreprises? C'est un très bon point. Je te dirais que au début, quand tu démarres, tu vas surtout avec tes amis. Puis je dirais qu'au début, c'est bon, mais après ça, c'est pas évident à gérer. Parce que ce qui arrive à chaque étape que l'entreprise grandit, il faut que tu expliques aux gens que, bon, peut-être que tu es arrivé au bout de ce qui t'intéresse, ce qui te motive. Là, tu es remplacé par d'autres gens.
Je te dirais que nous, on a été quand même chanceux dans notre histoire parce qu'on avait des incitatifs intéressants pour que les gens puissent se joindre. Mais aujourd'hui, même malgré l'histoire de eWeb, c'est tout le temps un défi de recruter des gens de talent et de qualité. Puis notre écosystème, moi, ça va peut-être choquer du monde, là, mais moi, je trouve qu'il y a complètement un disconnect, en tout cas en français, je ne sais pas comment dire, un disconnect entre les gens qui décident des programmes au Québec, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation, et les besoins réels qui sont, puis pas juste réels, mais qui évoluent tellement vite. Fait que ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas de bons candidats. Puis ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas bons, là. Ce pas des mauvaises personnes. Mais ce qui va arriver, c'est que les gens vont dire, bon, ben justement, je m'en vais dans le West Coast ou je m'en vais à Boston, même si c'est plus cher. Puis nous, quand tu vas chez eWeb, c'est vraiment les Nations unies. Je veux dire, on a 70 des employés d'eWeb, c'est des néo-québécois. Fait qu'on a, exemple, la French Connection, plein d'ingénieurs français, qu'en France, moi, je suis allé à des missions économiques, puis que là-bas, il y a peut-être 5-6 ans, j'étais allé là-bas, il n'y avait pas d'emploi. Il y a beaucoup de bons ingénieurs. En Tunisie, il y a beaucoup de bons ingénieurs. Fait qu'on les fait venir. On les fait venir. C'est comme ça. Parce qu'on n'a pas le bon bassin. Bien, pas parce qu'on n'a pas le bon bassin, mais on a aussi des gens qui viennent étudier de d'autres pays, qui viennent étudier ici, puis après ça, ils venaient chez eWeb. Fait que moi, comment je trouve, c'est qu'il y a complètement un disconnect là, entre les gens. C'est pas mauvais, je veux dire, c'est pas mauvais. Ils font pas ça pour mal faire. C'est juste qu'ils viennent pas du milieu, c'est tout. Puis ça existe depuis longtemps, tu sais. Fait qu'il faut vraiment reconnecter. Puis c'est ça qui est le défi aujourd'hui, c'est qu'avant, on était protégés, on n'avait pas les médias sociaux, etc. Mais là, maintenant, c'est autant quelqu'un au Québec qui fait des choses, exemple, juste en anglais, tu le sais, puis là, il peut se faire recruter là, partout dans le monde. Ils vont venir le chercher, puis ils vont l'emmener. Mais nous autres, on ne le fait pas beaucoup aussi. On ne va pas chercher des gens. On ne fait pas l'inverse beaucoup, je trouve. Fait que c'est cette dynamique-là que je trouve que c'est pas clair. Puis il y a beaucoup de choses avec les réseaux sociaux qu'on pourrait faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, là, mais... Je rajouterais juste que les entreprises évoluent tellement vite que tout nécessairement ne suit pas aussi vite. C'est ça que right? je te dis. C'est peut-être de là le disconnect. Le temps que tu réfléchis à faire le programme, tu mets ça en place, tout, ça a pris 1 an et demi. Tu es déjà 2 ans en retard. Fait que moi, puis même en finance, en passant, en finance, les financiers qui viennent là, pour te financer, il y a un disconnect parce qu'ils veulent tout prévoir. Ils veulent tout prévoir pour 2-3 ans. Mais en 2-3 ans, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Moi, je crois que de plus en plus, il va falloir croire à la théorie du chaos. Fait que ça va être. C'est vrai. C'est une bonne idée. Dépêche-toi à la faire, dépêche-toi à la mettre en production, à la mettre au marché, puis tout. Si ça pogne, parfait. Si ça pogne pas, arrête tout de suite, fais d'autres choses. Jette tout, astine-toi pas. Bonjour Éric, c'était Bonjour. super. Manon Saint-Arnaud, j'aimerais ça t'entendre. Tantôt, tu parlais de consolidation. On s'en va dans ce secteur-là, là, dans cette direction-là. Il y a beaucoup de changements dans les organisations. Qu'est-ce que tu penses, toi, on parle d'adoption par les clients, là, de nouvelles technologies, mais d'adoption de tous ces changements-là par les employés? Comment tu t'as fait ou comment tu fais, toi, avec la multiplication des projets internes, des fusions, des acquisitions, pour garder, mobiliser ton talent, oui, l'attirer, comme M. disait tantôt, mais aussi comment le conserver, le mobiliser, puis le garder à bord? C'est une bonne question. Là. Je me demande par où je vais commencer. Je vais commencer par les employés, comment les garder. Okay? C'est important dès le départ, comme j'ai dit, moi je suis transparent. Dès le départ, de mettre les règles du jeu bien claires. Puis j'aimais ça avoir des mécanismes d'options pour que la création de valeur, tout le monde va en bénéficier. Ce n'est pas juste les actionnaires de la société. Puis aussi des bonnies en fonction de tel événement. Ça veut dire quoi concrètement? Des fois, pour certains postes clés, de rajouter des clauses qui disent, bon, s'il y a un changement de contrôle dans la société, vous allez avoir un boni ou en tout cas un montant X, plus les options, etc. Puis
je trouve que il y a certains entrepreneurs, quand tu regardes les entrepreneurs aux États-Unis, c'est normal, même en Ontario. Mais aussi au Québec, on a beaucoup de réticence à ouvrir notre capital puis dire, OK, je vais réserver 10 ou 20 pour tous les employés clés que je veux accrocher à la société, puis que s'il y a un exit, bien, ils vont en profiter autant que les autres actionnaires. Fait que ça pour moi, c'est bien important. Après ça, l'autre question, c'était les employés, comment tu gères ça pour le changement continuellement des nouvelles plateformes ou des outils? Moi, je vais parler pour moi. La vie est un perpétuel changement. Je pense que le moment où est-ce que tu commences à dire « je ne veux plus de changement », c'est là que ça commence à être dangereux, je dirais. C'est méchant à dire, mais c'est perpétuellement. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, avant de partir, avant de devenir entrepreneur, moi, je pensais devenir un employé, puis tu sais, d'avoir, c'est dans une institution bancaire, j'étais en train de travailler pour une institution bancaire, puis j'étais pour devenir un directeur de compte, puis j'ai rien contre les directeurs de compte des institutions bancaires. Mais ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que je voyais des entrepreneurs à l'autre bord de la chaise. Mais là, je me disais, bon, c'est-tu là ou c'est là que je vais? Fait que moi, c'est plus là. Puis j'ai bien fait, parce que, tu sais, plus tu avances dans le temps, c'est plus dur de faire le saut. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que en tout cas, moi, ma personne, si j'étais resté à une place, tout le temps le même emploi, puis tout le temps, pas le même emploi, mais à l'intérieur même d'une organisation, on le voit, les grandes sociétés, maintenant, ils donnent beaucoup de plans de carrière, tu sais, OK, si tu atteins tel objectif, tu pourras avoir telle possibilité. Mais avant, il n'y avait rien de ça. C'était, tu as un emploi, c'est ça que tu as à faire à toutes les semaines, puis tu le fais. Bien, ça m'allait pas. Ça, c'est moi, là, en passant. Mais pour monsieur et madame tout le monde, je pense que aussi, avec le temps, les générations, ils prennent pour acquis que, exemple, ils vont peut-être, s'ils s'en vont dans le marché de l'emploi, ils vont avoir 5-6 emplois. Moi aussi, quand j'étais à l'UQAM, c'était pas quel emploi tu vas prendre, c'était quasiment quel business tu vas démarrer, là, tu sais, au milieu des années 90. Puis, moi, avec le temps, je vais vous dire honnêtement, bien, tu sais, vous me voyez, j'ai l'air un petit peu jeune, puis tout, mais j'ai 42 ans, puis j'aime ça, le changement. Excepté que c'est important d'avoir des périodes de repos. Tu sais, pas tout le temps la machine à on puis à 100 000 à l'heure. De temps en temps, se reposer. Fait que moi, je pense que du moment où tu sais que c'est ça continuellement le changement avec les technologies, les téléphones intelligents, il va y avoir d'autres choses qui vont s'en venir. Peut-être les lunettes. Moi, je ne crois pas bien, là, mais là, c'est la montre là, qui s'en vient, les hologrammes puis toutes ces choses-là. Bien, ça fait partie. Fait au lieu de dire tout de suite, ah non, pas encore un autre système à apprendre, bien, de dire, ah, un nouveau système, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Fait que tu finis par t'habituer, puis tes employés aussi s'habituent, puis ils trouvent ça positif. En tout cas, c'est ma façon de voir. J'exerce mon option. Ah oui? Ouais. Et à quel prix? Une dernière question. Mais c'est $1? toi qui décides qui la pose. OK. Allez-y, il va vous choisir. OK. Qui? Oh, il me fait des dedans. Là, c'est difficile. Ah, attends. Bonjour, Alice Bonjour. Savage, travailleuse autonome. Tu travailles où? Je suis travailleuse autonome. Ah, OK. Depuis peu. OK. Au sujet de vos ressources humaines, vous Ouais. êtes donc dans la nouvelle économie. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quelle est la proportion de gens qui ont un emploi normal, 9 à 5, et ceux qui sont externes ou qui travaillent à domicile? Bien, je vais essayer de vrai. OK. Des employés en bon québécois sur le payroll, je te dirais que c'est 98 %. Puis 2 % il y a des consultants, des travailleurs autonomes. Puis ce qui arrive souvent, c'est que si ça va bien comme travailleur autonome, des fois, il y a d'autres phénomènes qui se créent. Puis là, on va plus loin. Ils peuvent devenir des employés. L'autre point, c'est pas nécessairement du 9 à 5 parce qu'on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait qu'on a 3 quarts de travail. L'autre point aussi important, avec le temps, on a un programme. Écoutez, il y a un livre que j'avais lu au début de eWeb, ça s'appelle 4-Hour Work Week, travailler 4 heures par semaine. C'est exagéré, là, je ne fais pas 4 heures par semaine. Mais quand j'étais rendu à travailler 10-15 heures à tous les jours pendant 7 jours sur 7, j'ai dit non, si je continue de même, ça va exploser.
J'avais vu ce livre-là, puis j'ai lu ça, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis à partir de là, tranquillement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que d'être tout le temps en entreprise, tu travailles dans l'entreprise, mais tu ne travailles pas pour l'entreprise. Parce que j'ai commencé à faire, moi, j'ai une routine un peu, c'est le lundi, vendredi. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, je travaille de chez moi. Fait que ce qui arrive, c'est que j'ai pas personne. Bien là, c'est plus le cas aujourd'hui. Je ne suis plus vraiment dans les opérations du web, là. Mais quand j'étais dans les opérations, puis je faisais mes roadshows, etc., je faisais le lundi, vendredi, je préparais le lundi ma semaine, je checkais tout était pour être beau, puis le vendredi, je faisais un résumé de tout ça. Puis je pensais à des choses que je devais penser, par exemple, préparer mon CA, préparer les meetings de direction, etc. Fait que moi, ce qui arrive pour mes employés clés, qui m'ont prouvé leur autonomie, qui m'ont, bien, pour moi, là, mais pour mes cadres, qui ont prouvé leur autonomie, puis qui ont prouvé qu'ils étaient capables de livrer, ben guess what, on leur donne en redevance, vous pouvez travailler une journée ou 2 journées de chez vous. Puis il y en a certains même qui travaillent 3 jours par semaine de chez eux. C'est comme ça qu'on fonctionne. J'ai-tu bien répondu? Ouais? Je comprends que ça reste assez conventionnel comme façon de travailler, mais je vous remercie beaucoup d'avoir dépassé ma question. OK, pas de problème. Alors, mesdames et messieurs, on remercie M. Chouinard, Éric Chouinard. Mais Éric, tu restes là, on n'a pas fini. Oh, je veux pas. Je pense que ça a été enrichissant, puis je pense que ça nous donne le goût à tous d'échanger. Vous avez le goût de vous retrouver à votre droite, à vous rencontrer dans quelques minutes. N'oubliez pas qu'il y a des gens parmi vous qui sont des partenaires qui peuvent vous aider à démarrer des entreprises. Et il y a évidemment des gens du Santec qui sont là aussi pour vous aider à démarrer des entreprises technologiques. Pas de problème. Alors, tous, nous nous retrouverons tantôt à droite.